Salut Mathilde, merci d'être de retour pour parler de ton expérience. On a déjà fait une vidéo sur le métier d'intervalliste. Tu as deux casquettes finalement parce que tu fais surtout de l'intervalle, mais tu as aussi été amené à faire de la couleur. Donc on va pas revenir sur ton parcours vraiment parce qu'on l'a fait dans l'autre vidéo. Mais comment est-ce que tu as fait pour avoir deux types de jobs en fait? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans juste parce que tu as eu la possibilité un jour? Comment tu as fait? C'était on va dire à moitié voulu. Oui. En fait, c'est que moi, j'ai commencé par faire des intervalles parce que je voulais vraiment aller plutôt du côté de l'anime. Mais c'est vrai que déjà à l'école, j'avais rencontré des intervenants, des intervenantes surtout. Étrangement, c'est surtout des femmes qui font ces métiers-là, qui me disaient on n'est pas tous obligés de devenir animateur pur jus, à faire que ça. Voilà, les intervalles c'est bien, la couleur aussi, c'est indispensable puisque ça finit d'habiller le travail de l'animateur. Sans ça, on aurait que du noir et blanc. Et du coup, c'est vrai qu'en sortant de l'école, j'avais un peu plus cette idée que c'était pas obligatoire d'aller absolument tout de suite dans l'animation, animateur, voilà, ah génial, j'ai eu mon diplôme et hop, je suis animateur, trop cool. Du coup, c'est vrai que j'ai plutôt commencé par faire des intervalles. En fait, j'étais allée pour mon premier job à Paris, en rentrant à Angoulême, puisque moi, c'est là que j'habite et qu'il y a toute ma famille et que je suis née. J'ai vu un post sur Facebook, je crois, ou je sais plus comment, quelqu'un me l'a donné, enfin bon, qui recrutait en fait beaucoup de personnes sur la série Les Culottés à tout un tas de postes différents. Et donc, en fait, on avait le choix pour postuler. Oui. Quand j'avais regardé le teaser et que j'avais vu l'animation sur le teaser, j'avais trouvé ça trop cool, mais je m'étais dit non, j'ai clairement pas les compétences par contre. C'était vraiment mon deuxième poste, j'étais junior encore, donc je me suis dit non, l'animation comme ça, très, très, on va dire Looney Tunes, je suis pas encore capable de le faire. Donc je m'étais dit, je vais passer d'abord par la couleur pour quand même travailler sur ce projet et voilà, et ce sera chouette. Et il m'est pas manqué, je suis devenue chef colo sur ce projet, donc comme quoi. Donc ça veut dire que tu as commencé par faire... Enfin, comment tu es devenu chef colo? Tu es devenu à partir de cette annonce, tu as eu ce poste directement? Non, 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 du tout. En fait, j'ai postulé en tant que coloriste puisqu'ils avaient déjà leur chef couleur, qui était un camarade de classe d'ailleurs, parce que lui, en fait, il avait travaillé sur le teaser, justement. Il avait été en stage sur le teaser et du coup, ils l'ont rappelé pour la série, la production. Et en fait, j'ai commencé coloriste et il s'est avéré que mon camarade de classe, il a dû partir c'était prévu, mais il est parti en résidence pour l'écriture de son film d'animation. On était 3 coloristes à l'époque et les réals et la chargée de prod se sont demandé qui pouvait, entre guillemets, remplacer mon camarade le temps de sa résidence, puisqu'après il revenait. C'était, je crois, l'affaire de 4 mois, quelque chose comme ça. Et voilà, et en fait, après, quand Alexis est revenu, on est restés tous les deux chefs, puisqu'on a eu beaucoup de renforts couleurs pour terminer dans les temps. Et donc, on a réussi à faire en fait 2 équipes couleurs, parce qu'on était chacun sur des épisodes différents, et voilà, ça s'est terminé comme ça. Du coup, j'ai dû faire la moitié de la production en tant que coloriste et la moitié en tant que chef, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a par exemple, les chefs ou les superviseurs d'animation, tout ça. Parfois, ils sont aussi animateurs en plus de gérer l'équipe. Donc, comment ça se passait? Tu faisais aussi des plans en plus de gérer l'équipe? Comment ça marche? Non, là c'était différent. J'avais pas le temps de faire des plans. Ça m'est arrivé quelques Ouais. fois pour foutre des coups de boost. En fait, en plus ils savaient que j'étais rapide, donc ils se sont permis des fois de me demander pour que mon équipe puisse finir l'épisode à temps. Mais c'était quand même très compliqué. C'était fatigant pour moi et surtout c'est que finalement en fait mes plans, ok, je les faisais vite, mais du coup il y avait quand même beaucoup de retake parce que déjà il y avait pas la double vérification où moi en tant que chef je vérifiais toujours les plans avant de les donner au réal qui, elle, les revérifiait. Là, ça passait uniquement par moi, donc c'était donné, et comme c'était toujours en plus dans des moments un peu de rush, bon, je vérifiais moins mon travail, disons. Et du coup, bon, on s'est rendu compte que c'était pas non plus super efficace de faire ça. Du coup, vraiment, moi, je préparais les plans, je les donnais au coloriste, je les vérifiais et je les redonnais au réal. Comme Ok, ça, d'accord, je vois. c'était plus fluide. Comment ça marche pour trouver un poste en colo en fait, ou plutôt postuler une sorte de démo? Comment ça marche en fait? Tu dois faire une démo de colo, montrer des images fixes, c'est comment? Moi, pour l'instant, j'ai jamais fait de démo de colo, puisque Ouais. en fait, mes expériences en colo, c'est un petit peu particulier. Là, c'était mon premier poste en colo, donc j'avais rien à montrer à part mes projets perso d'étudiants. Donc bon, ça, c'est toujours la bande démo étudiant où il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a un peu de tout, et
Et voilà, ils m'ont fait passer un test. Bah, j'ai réussi le test et ils m'ont pris. Mais en plus, le test colo des culottés était plus tourné justement vers de l'assistanat d'animation puisqu'ils n'avaient pas encore bien calé leur méthode de travail. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de clean dans le test colo. Enfin, c'était un peu... Bon, mais c'est pas grave, c'était chouette quand même. Et j'ai eu un autre poste à Miou où là, pareil, c'était très particulier. Là, c'était vraiment très lié à l'animation. J'étais pas du tout nommée comme coloriste. J'étais vraiment nommée comme assistant animatrice parce que vraiment, ça demandait des compétences d'animation puisque la couleur se faisait en même temps qu'on animait. C'est-à-dire que les animateurs, eux, ils faisaient tous les tracés noirs, blancs et tout ce qui était détail sur le projet. Mais le noir, en fait, ça incluait aussi des ombres. Et moi, après, je revenais en tant qu'assistante animatrice et je devais refaire tout ce qui était... là, c'était directement de la couleur, l'uniforme du personnage, ses cheveux, sa couleur de peau, mais en l'animant en même temps, parce qu'on avait des références et qu'on faisait globalement de la rotoscopie, quoi. Donc ça dépend du type de production aussi, de à quel point les métiers sont divisés ou sont combinés, quoi. Oui, voilà, et vraiment, ça dépend beaucoup du rendu couleur qu'ils veulent en fait, parce que il y a des choses, autant ça peut juste être, comme on dit, du pot de peinture, remplissage facile, clic, 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 et après il y aura tout un traitement au compo. Autant des fois, les réals préfèrent que déjà la mise en couleur ait on va dire un cachet spécifique, et qui parfois ne peut être fait qu'à la main, justement. On voit les coups de crayon, des choses comme ça, des coups de peinture. Voilà, et vraiment, vraiment le côté humain, parce que le compositing c'est très bien, mais souvent ça rend le truc j'avais pas forcément numérique, parce que ça fait des très jolies choses, mais bon, on sent qu'il y a un traitement ordinateur, on va dire ça comme ça. Donc selon le rendu, voilà, soit la couleur est vraiment faite à la main, image par image, soit c'est plutôt des méthodes où l'outil informatique nous aide beaucoup et il y a des retraitements couleurs par la suite. Il y en a toujours de toute façon au niveau de l'étalonnage et tout pour bien tout calibrer. Il y a globalement deux grosses méthodes, on va dire on va dire trois. Il y a la méthode pour les puppets où là la couleur est faite très en amont, en fait, avant même que ce soit animé. Les animateurs animent la couleur, la puppet est en couleur, en fait. Et c'est fait au moment de la création de la marionnette par le rig, où là, le rigueur se base aussi sur les designs et intègre la couleur. Il y a la méthode image par image. Et là, dans cette méthode image par image, il y a deux subdivisions. Soit il y a la technique un peu pot de peinture, où les traits sont le plus fermés possible et l'outil informatique, selon le logiciel choisi, nous aide et induit un petit peu la méthode, mais c'est plus lié au logiciel, mais c'est globalement du pot de peinture tout le temps. Soit il y a vraiment colorisation image par image, un petit peu à l'ancienne, où il y a parfois des coups de crayon et où il faut parfois compléter et avoir des compétences d'animateur puisque les traits ne sont pas toujours fermés. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, il y a un article sur le CNC qui est très bien, qui explique un peu cette méthode-là, puisque c'est une dame qui a fait Les Hirondelles de Kaboul, Le Grand Méchant Renard, Ernest et Célestine. Et donc voilà. Et du coup, en fait, à chaque fois, c'est des animations où les traits ne sont pas fermés. Et où même des fois, il joue un petit peu, où il y a du côté de la lumière, par exemple, il peut ne pas y avoir de traits du tout. Et donc là, forcément, la colorisation se fait vraiment image par image, et il faut que la colorisation complète l'animation et la termine. Donc il faut vraiment des compétences d'animateur là. Pour que le volume reste et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est en fait le plan que moi, je récupérais en tant que chef de l'animation. Là, on est à une méthode où c'était globalement ce qu'on a fait sur tous les épisodes, c'est de la semi-puppet, comme on disait, parce qu'en fait, la production a commencé en anime tradi, mais on s'est rendu compte que ça prenait trop de temps. Et du coup, on a intégré des espèces de puppets, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on fait de la puppet sur Flash, quoi. C'est pour ça que la colorisation se faisait après. Alors que normalement, en faisant une puppet, elle se fait avant. En fait, moi, en tant que chef colo, j'avais ce plan comme ça qui arrivait. Souvent, j'enlevais le cadre comme ça de l'animation. Moi, j'avais juste besoin de la caméra. Je pouvais rentrer comme ça dans le personnage puisqu'il est composé de symboles. Donc, dans Animate, c'est comme ça qu'on fonctionne. Un symbole, c'est une espèce de boîte dans laquelle on range notre dessin. La boîte, on pourra la déplacer après plus tard. Ça déplacera le dessin, mais on peut ranger plusieurs choses dans cette boîte. Et là, par exemple, après, j'ai d'autres boîtes où à chaque fois j'ai une boîte pour le torse, j'ai une boîte pour les jambes, et comme ça j'ai ma petite série de jambes dans la boîte qui seront réutilisées plus tard dans la boîte du personnage où il a tous ces éléments et où dedans il y a l'animation. Donc ça peut être considéré comme des sous-calques quelque part, parce que dans le même calque tu vas avoir plusieurs éléments. Il faut penser un peu en poupée russe en fait. Dans un même calque, par exemple dans la tête d'Heidi, par exemple dans ce calque-là, je peux mettre son visage, je peux mettre son cou et je peux mettre en même temps ses cheveux.
mais chacun dans une boîte différente. Oui, pour garder la séparation correcte, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que l'animation, tu as dit que c'était une sorte de semi-puppet, mais ça reste du vectoriel tout le long. Alors, depuis le départ. Ouais. Animate est un logiciel vectoriel, on est en vectoriel tout le temps. Là, bon, c'est le plan 0, ceux-là, ils sont très puppet, ils ont rarement fait du tradi. Ça pouvait arriver en fait qu'on avait la puppet comme ça, avec tous ces éléments, et sur la pose d'après, un dessin complet du personnage, parce que en puppet, c'était trop galère de faire cette pose, et hop, après on reprenait la puppet et ça continuait, quoi. Et donc ensuite, toi, à partir de ça, tu vas devoir préparer le plan pour organiser correctement les choses et qu'ensuite quelqu'un le colore. Le but, c'était de faire au moins une image référence où les coloristes allaient avoir tout ce qu'il fallait dans le plan. Alors après, ce plan, c'est un tout petit peu particulier parce qu'aussi, il y avait la question de la pub qui commençait à arriver. Du coup, on m'a imposé la frame ref. Mais normalement, j'aurais dû choisir ce plan, cette image, parce qu'il y avait la bouche ouverte et qu'on peut potentiellement voir la langue, ce genre de choses. Pour être sûr qu'il y a absolument tous les éléments. Et je crée... Alors, on va passer sur le plan terminé, une fois que j'ai bien fait mon travail, parce que c'est là qu'il y a tous les éléments. Je créais en fait une palette là avec le personnage, où globalement je rangeais les couleurs plutôt du haut vers le bas du personnage. Comme ça, les coloristes savaient à chaque personnage comment c'était à peu près rangé les couleurs. Et par exemple, je commençais toujours par la couleur de la peau. Je reprenais ce que les designers avaient fait. Là, c'est quand même pas les bonnes couleurs. C'est pas les couleurs définitives, mais bon, globalement, moi, je devais me baser sur ce que les designers avaient fait. En fait, souvent, les designers indiquaient tous les détails, mais les couleurs avaient été après modifiées dans le color script, en fait. Et là, j'avais aussi tout un tas de personnages secondaires sur lesquels je devais me baser pour faire les couleurs, voilà, toujours en référence avec les couleurs du personnage principal, puisque le personnage principal a ses couleurs, aucun autre personnage secondaire n'a les mêmes. Et en fait, pour avoir les couleurs définitives, je me basais sur le color script qui ressemble à ça. Donc le color script, c'est une image par plan pour définir l'ambiance colorée, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. Et qui permet en fait d'avoir aussi la continuité pour vérifier le jour, la nuit, le coucher de soleil, tout ça, toutes ces ambiances aussi qui peuvent influer sur les couleurs. Et là, c'est les couleurs définitives qui sont utilisées dans l'épisode. Ça me permettait aussi le color script de savoir quel plan allait avoir des effets. Par exemple, celui-là où il y a de la fumée, c'était une convention graphique qu'on avait souvent dans les épisodes, c'est que quand il y avait des personnages malsains, il y avait ces espèces de formes un peu nuageuses et fumées qui compressaient comme ça le personnage. Ça se retrouve dans plusieurs éléments. Et aussi, comme ça me permet de savoir un peu quel genre de personnage secondaire on va avoir. Ok, donc ça c'est défini à l'étape du color script par la personne en charge de ça, quoi. C'est vraiment un truc complètement à part. Donc ça fait qu'il y a plusieurs métiers où on peut avoir besoin de faire de la couleur pour le côté signification, tout ça. Oui, parce que au niveau du design, quand on est en pré-production et qu'il y a les designers qui travaillent sur le car design et tout ça, ça peut même être, soit c'est intégré, le designer doit tout faire, du trait, du design du personnage jusqu'à sa couleur, soit c'est séparé. Et là, en l'occurrence, c'était pas forcément séparé. Les designers, comme on a vu, avaient mis des couleurs en suivant les directives des réalisatrices. En plus, là, c'est une adaptation de BD, donc il y avait la BD comme support. Il y avait quelque chose d'un peu particulier là dans cette série, c'est qu'en fait, c'est à la fois du pot de peinture et à la fois du traditionnel image par image. Dans chaque boîte, en fait, là, c'est colorisé, mais voilà, il y a le trait, c'est fermé, et en fait, je peux venir avec mon pot de peinture, hop, choisir, prendre la jupe, et hop, coloriser en un clic. Par exemple, là c'est toi qui as fermé le trait ou c'est l'animateur qui a dû mettre un trait de couleur? Là, c'est l'animateur qui l'a fait. Globalement, ils fermaient assez bien leurs traits. J'étais censée, venir, c'est bien fermé, machin et tout, et me balader comme ça. Hop, hop, hop. Ah, là, c'est un petit peu. J'aurais peut-être dû le reprendre. Et en fait, pour nous aider avec ça, on avait, l'avantage de Flash, c'est qu'on peut faire on peut créer des scripts pour les gens qui savent un petit peu coder. Alors moi, ne me demandez pas, je sais pas comment on les fait, hein, je sais juste les utiliser. Et en fait, moi, j'avais plein de petits scripts comme ça, donc réduire le trait pour pouvoir travailler plus précisément, parce que là, le trait est un petit peu épais, en fait. Est-ce que c'est dit, voilà, il faut que ça fasse tant de pixels et que automatiquement ça va te le mettre à tant de pixels? C'est ça, en fait. Nous, on travaillait avec un trait, en fait, on disait à 0, parce qu'en fait, ça met automatiquement la plus petite taille possible du trait. Et en fait, une fois que j'ai fait toutes mes couleurs comme ça, je pouvais tout sélectionner. Et là, je pouvais faire soit supprimer trait, parce que ça le supprime par contre complètement, et moi, j'aimais quand même bien le garder. J'allais, hop, là, dans mon pot de peinture, et là, à ce niveau-là, je sélectionnais la couleur du trait, hop, et là, je le mettais ici, avec ce petit outil ici, là, qui en fait le met... J'ai toujours le trait, mais il est en alpha 0, on le voit plus.
Ça aussi, ça dépend du rendu qu'on veut avoir, mais là, c'était un rendu où il n'y avait pas de trait de contour au final, quoi. Voilà. Et en fait, le seul truc qu'on faisait après, parce que bah, du coup, si on enlève tous les traits, on voyait plus la jonction. Du coup, bon, souvent on le faisait avant de supprimer les traits, mais voilà, dans l'idée, en fait, on rajoutait un calque par-dessus, souvent avec ce petit script qui était copy layer timing, parce que ça, il n'y a pas dans Flash, en fait, on est obligé soit de le faire manuellement, et nous, on a créé un petit script pour ça, donc ça fait comme dans TV Paint, ça copie le timing du calque qu'on a sélectionné. Toutes les frames sont vides comme ça, et moi, je peux venir travailler dedans. Et en fait, du coup, on l'appelait Clean Line parce que c'était clair pour nous, mais voilà, c'est une nomination comme une autre. Et on prenait le pinceau, hop, on le mettait en noir souvent. Il y a quelques fois où c'est en blanc, et bon, il y a des petits... Et du coup, en fait, on revenait tracer nos traits aux endroits appropriés pour éviter, en fait, ce petit problème-là. Et là, du coup, il fallait avoir un tout petit peu de connaissance d'animation, parce que même si on pouvait suivre les traits des animateurs, si on revient, le trait, là, par exemple, il était un peu petit. Donc tu vas l'allonger en prenant en compte la forme que ça doit avoir et tout, d'où le fait que savoir animer, c'est pratique là-dessus, quoi. C'est ça. Et du coup, ce qui nous permettait de revenir ici, et je leur mettais une petite note, donc le numéro de la frame référence, pour qu'ils puissent y référer et regarder. Après, je leur disais aller à peu près aux alentours de 3. Et après, je mettais des précisions autres, voilà, parce que les cheveux, on voit bien que des fois, ils passent devant le cou. Et il fallait jongler pour pouvoir le remettre derrière, parce que des fois, les animateurs, c'était pas correctement séparé, ou le cou, par exemple, pouvait peut-être se retrouver sur le calque du corps. Il fallait du coup le séparer. Ou des fois, si c'était vraiment trop galère, ça nous arrivait de refaire un calque comme on a fait le clean line là, mais on l'appelait patch par exemple, et on y allait au pinceau directement pour que ça soit cohérent, parce que des fois les symboles, comment c'était fichu, c'était vraiment trop galère de faire passer devant, derrière, machin et tout, ça ne correspondait pas. Ça pouvait marcher sur quelques frames, puis après ça marchait plus. Et par rapport à l'organisation des calques en eux-mêmes, est-ce que vous aviez un code particulier? J'imagine que c'est toujours le même type de nom, etc. Est-ce qu'il y a des sortes de conventions, de nomenclature qui sont assez claires dans toute production, ou est-ce que c'est vraiment chaque production qui a sa façon d'écrire les noms des calques et d'organiser? Alors, c'est à chaque fois défini par la production. En fait, à chaque début de travail, on a ce genre de choses. En fait, c'est un PDF qui nous explique ce qu'on va devoir faire, en fait. Donc là, il y avait toute la phase d'installation pour installer les scripts. On avait aussi ce petit plugin qui nous permettait... c'est le même principe que les scripts, en fait, mais juste au lieu de devoir aller le chercher dans commande, on avait des boutons, en fait, qui s'intégraient juste là. Et comme ça, on pouvait juste faire pop, pop, pop sur nos boutons pour obtenir ce qu'on voulait. Là, dedans, normalement, il y a toute l'explication de la méthode. Il y a aussi ce qu'on va devoir lire en tant que coloriste, ce à quoi on va devoir se référer. Il y a l'explication des cas particuliers aussi, parce que voilà, ça change en fonction de chaque logiciel. Là, par exemple, j'ai aussi TV Paint d'ouvert. Avec un projet perso. C'est pas du tout la même logique de couleur, de mise en couleur. Il y a le pot de peinture qui est ici, qui est un peu le même principe, mais souvent en colorisation, dans TV Paint, on n'utilise pas ça. On utilise ce petit calque magique là, en orange, qui est en fait ici le calque colo et texture. Je vais faire une petite démonstration. Tac. Bon, là du coup, j'ai ma magnifique animation. Et je crée en fait ce petit calque qui se met automatiquement en dessous et qui copie le même nombre de frames. Et là, j'ai juste à faire pouc, il réfléchit un petit peu, juste à faire un petit point et il va remplir automatiquement, ou un petit trait, ou voilà, et il va remplir automatiquement la couleur. Et c'est un système un peu de pot de peinture. Après, moi, ce que j'aime bien avec ce calque, c'est qu'on peut choisir différentes sources, en fait. Ici, il a un petit truc qui s'appelle source, et on peut lui dire « Ah, je veux que tu te bases sur les traits du calque sans titre, comme on a vu, et que tu te bases aussi sur le calque second, ou que sur le calque second, d'ailleurs, on peut changer. » Moi, je l'utilise pour mon projet perso ici. Moi, je le détourne un petit peu, en fait, on va dire. J'ai mon animation qui est comme ça, en fait, et je veux un rendu un petit peu aquarelle, mais je voulais pas le faire au niveau du compo parce que je trouvais que ça faisait très, très numérique, comme je disais, très lisse. Et donc, en fait, ce que je fais, comme je sais que les pinceaux aquarelles ont toujours un alpha, sont jamais complètement opaques, et qu'il faut que le personnage, lui, il le soit, je crée avec le calque colo comme ça un cache blanc en fait pour avoir comme si c'était la couleur de mon papier, et par-dessus à la main, image par image, je fais la couleur de base en me basant sur ce qu'il y a là à côté. Je rajoute après les détails que je veux, les ombres. Et peut-être que tu verrouilles l'alpha, sur la colo qui est blanche du coup pour pas sortir de ces pixels-là.
C'est ça, en fait, là, ici, c'est cette option-là. Si je la mets comme ça, je peux pas sortir du blanc. Et si je la mets à l'inverse, je peux pas rentrer dedans. Donc oui, j'utilise ça comme ça, je suis sûre de pas dépasser. Ces calques-là, c'est des calques d'animes normaux où je dois, image par image, rajouter ma couleur à la main, comme sur des celluloïdes, en fait. Après, l'intérêt aussi, je ne sais pas si tu utilises aussi ce genre de choses, c'est possible dans TV Paint et certainement dans Harmony aussi, j'imagine, vu le côté complet, c'est de remplacer des couleurs une fois qu'elles y sont déjà. Si tu veux changer complètement de palette, c'est possible quoi. C'est ça. Ben, en fait, c'est pour ça qu'en production, et comme on a vu aussi sur Flash, parce que sur Flash c'est possible aussi, le pot de peinture, c'est pour ça qu'on sépare bien par personnage. Bon, là, on peut pas les renommer particulièrement. Dans Harmony, on peut. Mais même le noir du personnage principal, même si là on le retrouve, je crois que c'est le même noir ici, c'est toujours le même, mais il a à chaque fois été séparé pour être sûr que si on veut faire un changement de noir sur le personnage secondaire, ça n'implique pas le noir du personnage principal. Donc ça va changer le noir de cette palette uniquement. Si par exemple on veut que, imaginons, je sais pas, je dis une bêtise, la chemise soit bleue et que la jupe ait le même bleu coordonné, que ce soit exactement le même. Mais on fait exprès de dire non, on fait la couleur chemise et la couleur jupe séparée. Et à chaque fois, les coloristes, même si c'est la même couleur, devront prendre à chaque fois chemise pour coloriser la chemise et jupe pour coloriser la jupe. Parce que si plus tard on se dit ah non, en fait, on veut que la chemise elle vienne rouge, eh bien on pourra le faire sans que ça impacte le bleu de la jupe. Encore un truc d'organisation à bien prendre en compte en amont par rapport aux changements éventuels futurs et tout. C'est ça, et c'est pour ça que des fois la colorisation peut mettre un petit peu de temps parce que le coloriste il va coloriser d'abord la chemise et après, même si c'est la même couleur, coloriser la jupe. Mais effectivement, on peut vite arriver à beaucoup de détails. Même moi, je sais que je reste, voilà, on voit sur mon projet perso, c'est assez simple. Il n'y a pas non plus trop de couleurs parce que je préfère travailler aussi en camailleux. Je trouve ça plus élégant. Mais bon, ça c'est subjectif. La couleur, c'est aussi très subjectif. Et quand on travaille en couleur, on ne peut pas se permettre de remettre en question les couleurs choisies avant. Même si on n'aime pas, en fait, c'est comme ça, et puis voilà. Et la seule chose qu'on a le droit de faire, en fait, c'est de comprendre la gamme colorée utilisée pour le projet, pour que s'il nous manque une couleur, on puisse nous-mêmes la faire, mais il faut que ça reste intégré dans toute la gamme colorée. Donc ça veut dire que si tu devais rajouter quelque chose, tu partirais pas sur quelque chose de trop saturé par exemple. Après, parce que moi, je veux que mon film il ressemble à ça, mais c'est vrai que je peux pas m'amuser, ben, justement, à mettre la couleur là, je peux pas m'amuser à mettre une couleur comme ça, quoi. Ouais. Enfin, ça va se voir que c'est très différent, sauf si, imaginons, je veux faire une séquence hyper particulière, que je veux qu'elle se démarque en me disant, là, je sais pas, il est en train de rêver totalement. Je peux peut-être me permettre d'aller vers des couleurs plus saturées, de modifier un peu la patte graphique. Encore une fois, c'est à ça que sert le color script, quoi, avoir une continuité vraiment, et de le voir sur une seule ou trois planches, de voir l'ensemble, quoi. Oui, 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 et vérifier aussi, parce que le color script, il va aussi au compositing, en fait, les compeurs aussi le regardent pour savoir à quelle séquence ils sont, parce qu'on commence jamais par la première séquence et on déroule tout. Des fois, le compeur, on va lui donner une séquence qui est terminée, elle se trouve au milieu du film, imaginons, je dis une bêtise, en plein coucher de soleil, et c'est pas représentatif de tout le reste de la couleur du film. Et donc, du coup, c'est vrai que le color script, il suit comme ça un peu toutes les étapes pour qu'on puisse avoir notre feuille de route et qu'on sache, ah, on est dans telle séquence, du coup, on est plutôt dans des gammes colorées comme ci, comme ça. Juste pour l'évoquer un petit peu, même si tu peux pas les montrer, ça veut dire que là maintenant tu travailles sur Harmony en ce moment, sur d'autres productions, quoi. Donc ça veut dire que tu as vraiment la vision sur les trois outils principaux, j'imagine. En gros, Flash, Harmony et TV Paint. Je sais pas s'il y a d'autres logiciels qui sont utilisés pour la colo. Bah, en France, en tout cas, oui. Moi, j'en connais pas d'autres. C'est ceux que j'ai appris à l'école en plus. Après, sinon, ça va être du traditionnel pur. Je sais qu'il y a des gens, ils font des productions, surtout beaucoup à Valence. Je sais pas trop pourquoi ça se fait là-bas, mais il y a beaucoup de gens qui font des courts-métrages à Valence qui utilisent beaucoup de techniques traditionnelles, vraiment pures sur le papier. C'est une étape très chronophage, la couleur, surtout selon le rendu qu'on veut, selon si on veut utiliser beaucoup de compositing ou pas aussi, quoi. Parce que soit on décide d'avoir notre image pratiquement terminée, on va dire, à la couleur, puisqu'il y a toujours une étape de compositing, mais voilà, le rendu le plus final possible à la sortie de la couleur, comme on avait par exemple avec les culottés. Soit, oui, on fait un traitement couleur, et après le compositing peut rajouter des textures, peut rajouter
je sais pas, ils peuvent faire tellement de trucs en même temps. Et je ne connais pas bien en compositing, mais ils peuvent peut-être rendre le trait un peu plus vibrant ou ce genre de choses. Ou soit ça peut aller du coup très vite en animation et en couleur et très long au compositing, soit inversement et le compositing n'a pas grand-chose à faire. Enfin, pas grand-chose. Oui, disons que c'est moins que ce que ça pourrait si c'était plus complexe, quoi. Parce que dans tous les cas, tout est long, en vrai. Donc, et d'ailleurs, par rapport à ça, tu parlais au tout début de quotas. Enfin, par exemple, sur les culottés, il y avait combien de plans à faire, sur combien de temps par plan? Si tu as une idée, selon les plans, ça dépend, j'imagine. Mais... Alors ça dépendait vraiment des épisodes, on n'avait pas un nombre de plans par épisode parce que c'était tellement des histoires à chaque fois différentes qu'on pouvait pas se dire ok on fait des épisodes avec tant de plans. La seule constante qu'on avait c'était que l'épisode faisait 3 minutes 30. Donc on savait qu'on avait 3 minutes 30 à coloriser en globalement une semaine. On avait à peu près une semaine par... Alors au début on était 3 coloristes et on avait une semaine pour coloriser les 3 minutes 30. Sauf qu'après, on s'est rendu compte que certains épisodes étaient beaucoup plus compliqués que d'autres, bien sûr, avaient beaucoup plus, par exemple, d'effets de lumière ou ce genre de choses. Ça, c'était très long à faire, à la couleur. Et du coup, on a eu des renforts. Moi, quand j'étais chef, j'avais une équipe de 4 personnes. Et vraiment, sur les 2 dernières semaines, on a eu un renfort de 2 personnes. Donc, on est arrivé à 6. Là, c'était toujours à peu près une semaine pour coloriser. Ça permettait aussi aux gens de souffler un peu, surtout ceux qui avaient commencé depuis le début. Par exemple, Anna, elle était avec moi depuis le début. Elle avait passé un an, un an à faire de la couleur. Forcément, arrivée à la fin, elle était rapide parce qu'elle savait ce qu'elle faisait depuis un an, forcément, comparé aux nouveaux, disons, qui étaient venus en cours de route. Mais en même temps, elle était fatiguée. Donc du coup, il faut un peu contrebalancer ça. Et les quotas, en fait, étaient un petit peu définis en fonction de ça. Moi, en tant que chef, je devais choisir quel plan je donnais à quelle personne en fonction de ce que je savais de leurs compétences et, si possible, de leurs préférences. Parce que c'est quand même plus agréable de travailler sur des trucs qu'on aime. mais, mais bon, après, on est aussi obligé de faire en fonction. Je sais que quand il y avait des gens qui adoraient parce que la plupart des gens avaient quand même lu la BD avant de commencer sur ce projet, il y avait des personnes, par exemple, qui préféraient un personnage par rapport à un autre sur certains épisodes. Et du coup, quand ils me disaient ouvertement, ouais, oh, j'adore Clémentine, je veux trop faire ses plans et tout, la femme à barbe, trop bien. Bah, j'essayais de leur donner aussi un petit peu ce qu'on appelle les money shots, c'est-à-dire les plans qui sont visuellement difficiles, mais très beaux en fait. Dans l'épisode, on se dit c'est là qu'on a mis l'argent justement, c'est d'où le nom, même si c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, dans l'idée, c'est quand même des plans qui coûtent plus cher à produire parce qu'ils sont plus difficiles. Donc, quand on dit plus cher à produire, c'est plus long à faire, en gros. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, le technicien qui va travailler dessus va passer plus de temps à le coloriser parce qu'il y a plus d'éléments, il est plus long, il y a des effets. Par exemple, il y a un épisode de Mae Jemison. Elle rentre de l'école et elle se précipite devant sa télé pour regarder Star Trek. Elle l'évite, il y a le canapé qui l'évite, la télé aussi, le personnage, puis il y a des petites étoiles, des machins, des bidules, des FX. Ça, c'était le money shot parce que il y a plein d'éléments qui bougent en plus tout le temps. On peut pas réutiliser comme ça facilement. On peut pas faire un pot de peinture et ça colorise 10 frames. Fallait vraiment faire image par image. Le personnage, le canapé, la télé, les FX, les étoiles. Et du coup, il y a aussi à la fin une ambiance colorée qui change d'un coup, qui devient beaucoup plus bleutée, triste. Et elle a été sortie de son cocon Star Trek et que c'est en plus une nouvelle violente, quoi. Ben, c'est Anna qui l'a fait et je crois qu'elle a passé 3 jours dessus, peut-être. Je me souviens plus bien, mais parce que j'étais pas chef encore à l'époque, mais je colorisais à côté. Et je pense qu'elle a dû passer, oui, sans doute la moitié de la semaine à travailler dessus pour le faire. Alors qu'il y a des plans où il n'y a pas grand-chose à faire, enfin ça dépend quoi. Ouais. Voilà, il y a certains plans, moi je sais que je faisais certains plans en une après-midi. Voilà, ça dépend vraiment de la difficulté, de la longueur du plan. Et c'est pour ça qu'on se basait plutôt sur la durée de l'épisode total, en fait, parce que voilà, on mettait des codes couleurs sur les plans. Vert, c'était très facile. Jaune, c'était un petit peu moyen. Orange, ça commençait à être compliqué. Et rouge, c'était les money shots et les plans hardcore avec plein d'effets, plein de lumière, plein de trucs. et, et du coup, en fait, en fonction de ça, on essayait toujours de faire une évaluation en fin de semaine pour savoir après à quel plan on allait donner à qui aussi. Où on essayait de faire une moyenne du nombre de secondes produits par la personne dans la semaine. Et pour être à peu près bien, on savait que les gens devaient produire environ, par personne, environ 13 à 15 secondes par jour de couleur.
Ce qui est D'accord. difficile quand même à faire, puisque comme je disais, Anna, elle a passé 3 jours sur un plan. Le plan, je crois, il faisait une vingtaine de secondes. Bon, si on ramène ça au jour, elle a clairement pas fait 13 secondes par jour, du coup. Enfin, c'est un petit peu difficile, mais c'est juste pour avoir un peu une vague idée, pour qu'on puisse savoir où on doit aller et quel plan on doit donner à qui par la suite, pour rester quand même dans les temps. Comment se passe la journée de quelqu'un qui fait de la colo? Bah, c'est assez répétitif, c'est Ouais. vrai, mais bah, moi, comme je disais dans l'autre vidéo, ça me dérange pas forcément les trucs répétitifs parce que Mhm. pour moi, ça a un côté très méditatif. Surtout quand on arrive vraiment à être à l'aise, en fait. Je veux dire, forcément, sur les premiers mois, c'était un peu plus compliqué, mais moi, je sais qu'au bout de 3 mois, même les fois où j'arrivais en retard, je m'inquiétais pas parce que je savais que, en fait, j'allais tracer, quoi. Je savais ce Ouais. que j'avais à faire, c'était. C'est souvent par étapes, donc du coup, en fait, à chaque fois, on recheck nos mêmes étapes, on est en mode, alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On avait, en plus, pour les culottés, c'était très bien, ils nous avaient tous fourni un petit cahier avec un Mhm. stylo. Comme ça, on pouvait noter nous-mêmes pour savoir où on en était de notre point de vue à nous. Moi, je sais qu'avant de commencer chaque séquence, quand j'étais coloriste, et même quand j'étais chef, je le faisais un petit peu aussi parce que j'avais pareil un temps, il fallait que je leur rende l'épisode à temps pour qu'ils puissent commencer à temps. Je prenais tous les plans, je regardais toutes les durées et je faisais une moyenne en me disant ok, il faut que je produise tant de plans par jour pour qu'on finisse dans les temps. Moi, je divisais après mes plans par jour, je regardais les difficultés et je trouvais toujours un moyen pour me faire un plan facile, un plan difficile, un plan facile, un plan difficile. Parce que enchaîner que des plans difficiles, c'est fatigant quand même. On ne dirait pas, même si c'est très répétitif, mais à la fin de la journée, on est quand même fatigué. Et ça me permettait, moi, de finir dans les temps. Après, je sais qu'il y en avait, ils préféraient faire la séquence, parce qu'on leur donnait des séquences entières, préféraient faire la séquence dans l'ordre. Comme ça, ils avaient le déroulé de l'histoire, entre guillemets, et ils étaient plus à l'aise avec ça. C'est des méthodes de travail. Mais sinon, la journée type, bah, tu allumes ton ordi, tu ouvres ton plan, pot de peinture, pot de peinture, pot de peinture, clean line, clean line, clean line, et hop, j'ai fini mon plan. Ouais. Enfin, en tout cas pour les culottés. Bon, j'ai beaucoup résumé, mais c'est vrai que faut imaginer ça quand même comme quelque chose d'assez répétitif. C'est pas, Ouais. effectivement, c'est pas le truc le plus funky du monde, et c'est pour ça que c'est rarement montré dans les making-of, parce que bah, il n'y a pas grand chose à montrer en fait. Enfin, le caméraman il va filmer 3 secondes et il va se dire ah mais c'est comme ça jusqu'à 17h30 ce soir. Et tu lui dis oui et là il C'est comme fait ça jusqu'à novembre. voilà voilà donc c'est vrai que c'est pas très excitant à montrer. Ça peut être sympa à faire vraiment. Faut pas que les gens se disent ah c'est répétitif du coup ça va être chiant. Non, parce que en fait, en vrai, il y a toujours des petites surprises dans les plans, des animateurs qui ont oublié des trucs, des copies qui se sont mal faites, voilà. Des fois, on rage un peu tout seul en se disant putain mais j'y arrive pas. Mais voilà, il y a quand même toujours des trucs à vérifier, à faire, et c'est pour ça que même si la base est répétitive, il y a quand même toujours des surprises. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire ça? Enfin, plutôt, quelles sont les compétences les plus importantes à développer si on veut faire ça, en gros? Alors, on va commencer par le coloriste. Je pense être, on va dire, assez détaché quand même, parce que comme je disais, la couleur c'est subjectif et donc on peut pas Mhm. s'amuser à chaque fois à dire ah mais ça c'est moche, on pourrait peut-être le faire plus comme ça et tout machin. On est à une étape où en fait c'est trop tard de faire Ouais. ça. Enfin, faut juste faire et du coup être assez détaché, mais en même temps pas trop parce qu'il faut s'amuser. Enfin, sinon ça sert à rien d'être là. Ouais. Et pas hésiter aussi à parler avec son chef pour lui dire ce qu'on a envie de faire comme plan. Voilà, parce que comme les animateurs aussi qui disent ah Mhm. moi j'ai envie de faire un plan d'action, moi j'ai envie de faire un plan d'émotion, faut le dire aussi en couleur parce que on fait à peu près la même chose que les animateurs. On va repasser sur toutes leurs images, que ce soit du pot de peinture ou de la colo image par image. Quand même, on est obligé de vérifier chaque image quand même pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème et que soit les animateurs aient fait bien leur travail de bout en bout, puisque des fois les animateurs vont jusqu'au clean, soit que les assistants aussi ont rien oublié. Donc, faut être assez détaché émotionnellement pour pas mettre son grain de sel, mais bien concentré pour être rigoureux et terminer tous les petits problèmes, puisque en fait, on est en train de créer globalement l'image finale. Et en même temps, toujours penser à l'étape d'après. Il faut toujours penser au compositing. Il faut toujours lui préparer le terrain pour pas que lui, il s'embête derrière les compeurs et tout ça. Donc en fait, c'est un poste où il faut être très calme et en même temps très écouter beaucoup ce qui se passe autour et pour savoir quand commence le compositing, de quoi ils ont besoin, comment je range mes calques du coup. Après, pour le chef couleur, c'est un petit peu différent parce que là, il faut des compétences j'allais pas dire de management, moi j'ai pas eu besoin de manager mes équipes. Je leur disais juste, bon ben voilà, on a tel épisode, il doit finir dans tant de temps.
débrouillez-vous. Voilà, j'avais pas à leur dire plus vite, moins vite. Non, enfin voilà, c'est donc, mais il faut quand même être très à l'écoute de son équipe parce que en fait, c'est eux qui vont être dans les plans et c'est eux qui vont te montrer tous les problèmes que toi, en tant que chef, tu vas soit devoir faire des retours à l'animation, soit faire des retours au compositing. Voilà, parce qu'en tant que chef, quand moi je préparais mes plans, bah voilà, je me concentrais que sur une seule frame, donc je pouvais pas voir absolument tous les problèmes du plan. Je passais dedans rapidement, j'essayais de me dire, ah, je crois qu'il va y avoir ci, ça, et moi ça m'a aidé d'être coloriste avant en plus, parce que du coup j'avais vu des problèmes, et je pouvais les détecter avant même de faire la colo. Il faut être, en tant que chef colo, du coup on passe quand même un peu moins de temps, comme je pense à tous les chefs de toutes les étapes en fait, on passe un peu moins de temps à dessiner, à coloriser, à être vraiment avec le pinceau comme on dit, mais à côté de ça, il faut plus des compétences humaines. Je sais pas si on dit ça comme ça, où en fait il faut être très communicant. Oui. Avec plein de gens, avec son équipe, avec les réals, avec le chargé de prod, avec le compositing, les chefs des différentes équipes. Parce que, en fait, comme je disais, on est aussi à la fin et que, en fait, on n'a plus de plus tard. Et donc, si on trouve un problème, il faut tout de suite aller le dire parce qu'on ne peut pas se dire, on verra plus tard. Moi, je sais qu'en tant que chef couleur, j'ai passé pas mal de temps, toutes mes fins de journée, en fait, à partir de 17h30, j'allais voir les chargés de prod et les réals et je leur faisais un rapport de toute la journée pour leur dire, voilà, les coloristes, ils ont fait ci, ça, truc, machin. Enfin, pas pour les fliquer, hein. Faut pas penser ça. Ouais, faire un bilan de ce qui s'est passé, quoi, ouais. Et voilà, on en est à telle étape dans le plan. J'ai vu que machin, il était fatigué aujourd'hui, mais ça ira mieux demain. Moi, ça m'est arrivé des fois de poser des questions, savoir si justement on pouvait avoir 1 ou 2 jours de rab. Et il y a plein de fois où on m'a dit, non, non, parce que la date elle arrive et qu'on peut plus la changer. C'est officiel, ça a été annoncé et tout machin. Ouais. La télé, ils ont prévu leur programme, ils peuvent pas décaler leur grille. Va falloir que tu te débrouilles pour finir. Et là, du coup, retour au coloriste. Alors, comment vous dire, vous allez faire des heures sup. Voilà, c'est tout. Mais et du coup, forcément, moi, je trouve que essayer d'être bienveillant le plus possible, c'est bien. Après, c'est pas toujours évident, surtout avec la fatigue. Puis surtout que c'est que des fois, à cause de la fatigue, même si on essaie de s'exprimer gentiment, en face, c'est pas forcément bien pris. Donc, ouais, faut être voilà, très communicant en fait le plus possible. Je peux pas dire essayez de parler comme ci, comme ça. C'est juste après, parce que moi après plus tard, je sais que je suis allée voir des personnes pour m'excuser en disant ah je pense que je me suis mal exprimée, c'est pour ça que tu l'as pris comme ça. Et la personne m'a dit ah non mais moi j'étais crevée à ce moment-là, c'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Donc forcément on se dit ah ça va en fait, c'est juste on était fatigués et on n'a rien compris. Je pense qu'on a fait le tour du côté colo. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est bien d'avoir pu voir quelques exemples dans les logiciels et tout. À l'occasion, si on peut en faire une sur une production future, sur Harmony, pourquoi pas. De toute façon, ça reste ouvert pour d'autres sujets, quoi. C'est ça, c'est ça. Si après je peux montrer d'autres méthodes que pour l'instant je peux pas montrer, pourquoi pas. Merci, et puis je te dis à bientôt peut-être pour une prochaine. Avec plaisir. À bientôt.